parti. Okay. Donc, bonjour et bienvenue à cette vidéo webinaire pour les entreprises du Nouveau-Brunswick. Mon nom est Thomas Raffi, je suis PDG du Conseil économique du Nouveau-Brunswick, un réseau de gens d'affaires qui vise à propulser l'économie du Nouveau-Brunswick. Et si vous regardez cette vidéo, c'est parce que vous êtes en affaires ici au Nouveau-Brunswick et que vous recherchez des réponses à des questions pour votre entreprise, alors que nous vivons une situation sans précédent en raison de la COVID-19. Ce sont des moments qui sont très difficiles, mais vous n'êtes pas seul. Et nous sommes là justement pour vous aider. Comme dit l'expression, ensemble, on va loin. Et donc, cette série de webinaires que nous lançons sont le produit d'une collaboration entre le Conseil économique du Nouveau-Brunswick, Opportunité Nouveau-Brunswick, la FCEI, le Conseil des entreprises du Nouveau-Brunswick, la Chambre de commerce de l'Atlantique et beaucoup d'autres partenaires d'affaires et de réseaux qui viennent collaborer pour ce projet de webinaire. L'objectif de ces webinaires est très simple, c'est vous offrir une vidéo chaque semaine en rassemblant un panel d'experts et de personnes ressources pour répondre à des questions sur des sujets qui vous concernent. Par contre, je dois vous avouer une chose, c'est que nous ne répondrons pas à toutes les questions que vous avez, mais plutôt à celles qui sont fréquemment posées ou celles que vous nous partagerez. Alors, s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous poser des questions dans les commentaires, sur les médias sociaux ou à nous contacter, voire même contacter les panélistes qui vont présenter dans cette vidéo aujourd'hui et dans les prochaines vidéos dans le futur. Alors, ce premier épisode est dédié aux questions reliées aux ressources humaines. Et j'ai le plaisir d'être accompagné d'experts et de personnes ressources. Et donc, premièrement, je suis avec M. Frank McBurdy, avocat avec la firme Lawson Creamer. Bonjour, Frank. Bonjour, Thomas. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Je suis aussi accompagné de Micheline Roy, présidente et cofondatrice de HR Réflexion RH. Bonjour, Micheline. Bon matin. Je suis aussi accompagné de Richard Blais, directeur de la conformité et de l'examen des règlements avec Travail Sécuritaire Nouveau-Brunswick. Bonjour, Richard. Je pense que tu es sur mute, Richard. Bonjour, Thomas, et bon vendredi. Bonjour à toi et merci beaucoup. Bon vendredi. Bonjour, Nathalie. Nathalie Houlihan-Melançon, gestionnaire avec Travail Nouveau-Brunswick. Merci. Bonjour. Et enfin, Katharina Sutherland, agente avec les normes d'emploi. Oui, c'est Paula Altikin ici avec Katharina et avec Andrew. Merci, Thomas. Bonjour à vous trois. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors maintenant, sans plus tarder, je vais maintenant céder la parole à Frank qui va nous partager l'aspect légal des ressources humaines dans ces situations de la COVID-19. Frank, la parole est à toi. Merci, Thomas. Tel que vous pouvez imaginer, lors du dernier couple de semaines, on a reçu beaucoup d'appels de clients partout au Nouveau-Brunswick par rapport à plusieurs questions reliées au COVID-19. Lui qu'on a reçu le plus commun est dans la situation où un employé démontre certains symptômes du COVID-19, est-ce que l'employeur peut envoyer l'employé à la maison? La réponse ici, la plus simple, est oui. Tel qu'employeur, vous avez l'obligation de maintenir un lieu d'emploi sécur pour tous vos employés. Alors, lorsqu'un employé démontre un ou plusieurs symptômes du COVID-19, la manière la plus sécure de procéder, c'est d'envoyer l'employé à la maison. La deuxième question qu'on reçoit fréquemment, c'est celui-ci qui est sur l'acétate. Mon employé était malade et aimerait revenir au travail. Quelles sont les mesures que je dois prendre pour protéger l'environnement du travail? Alors, ici, ça dépend également du contrat d'emploi et des politiques en place dans votre lieu d'emploi. Mais selon nous, la manière la plus prudente pour procéder, c'est de demander l'employé en question d'exécuter un genre de divulgation qui confirme que l'employé
n'a pas les symptômes de COVID-19 et que l'employé n'a pas voyagé à l'extérieur du Nouveau-Brunswick depuis à peu près 14 jours. Et également, il faut s'assurer que l'employé connaît également les normes hygiéniques qui ont été publiées par Santé Canada et la province du Nouveau-Brunswick. Alors, de ces questions ici, produit un deuxième volet. C'est s'il y a quelqu'un à la maison de l'employé qui est immunodéficiente, est-ce que l'employé peut refuser de rentrer au travail? Et ceci, c'est une question difficile et je ne peux pas vous donner une réponse complète. Alors, si vous voulez plus de détails par rapport à votre situation spécifique, il faut aller chercher les services d'un avocat. Mais en effet, si un employeur veut pas accommoder quelqu'un, une absence de quelqu'un dans cette situation, il y a une possibilité qu'un employé pourrait soulever une plainte en vertu de la loi sur les droits de la personne axée sur la situation de famille. Également, la loi sur les normes d'emploi prévoit que dans une telle situation, un employé pourrait avoir un congé pour obligation familiale, qui est un congé sans paie. Alors, ça, c'est une autre option pour répondre à cette question. Et troisièmement, une des questions qui est soulevée assez souvent est quels sont les risques si je mets à pied les employés dans un cas d'urgence. Alors, en termes de risques, ceci, c'est également une situation spécifique à chaque employeur et je ne peux pas vous donner une réponse ici dans ce contexte qui est spécifique à chaque employeur, mais ce que je peux vous dire, c'est que lorsque vous envoyer un employé à la maison pour un terme indéfini, il y a un risque que l'employé pourra soulever une argumentation qu'il a été assujetti à un congédiement implicite. Cela dit, le risque également, c'est si pour éviter ce risque complètement, ça peut être un fardeau assez lourd pour un employeur dans ces temps d'urgence. Alors, pour éviter tout le risque, il faudra également donner un préavis raisonnable qui dépend de beaucoup de circonstances. Mais dans ces cas d'urgence, selon nous, il y a beaucoup d'employeurs ici au Nouveau-Brunswick qui sont en train d'envoyer les employés sur un layoff en bon français. Alors, dans ces cas d'urgence, il y a assez de nuances dans ces questions, mais si vous voulez plus d'informations, vous pouvez parler directement à un avocat ou pour avoir des renseignements spécifiques à votre situation. Merci. Merci beaucoup, Frank. Merci pour l'information que tu nous as partagée. Maintenant, je vais passer à la prochaine présentation, la prochaine diapositive, qui concerne la gestion du télétravail, un sujet très important pour beaucoup d'entreprises qui doivent maintenant gérer leurs équipes à distance. Et maintenant, j'invite Micheline Roy à nous faire une présentation sur des conseils qu'elle a à nous partager pour la gestion du télétravail. Alors, bonjour tout le monde. Étant donné ce qui se passe actuellement dans un nouveau contexte de travail auquel les gens ne sont peut-être pas nécessairement habitués à travailler, je crois qu'il y a 5 éléments qu'on doit retenir. Puis, depuis les 2 dernières semaines, ce que je me fais poser comme question dans un premier temps, c'est de quelle façon on doit gérer le télétravail lorsqu'on fait face à une pandémie comme la COVID-19. On s'entend bien que c'est un contexte qui est tout à fait anormal actuellement pour les employés dans lequel on doit naviguer. Une des premières choses que je dois mettre à l'avant-plan, c'est l'incertitude que les employés doivent composer avec.
Alors donc, dans un premier temps, si vous êtes dans un contexte où le télétravail est possible, c'est la première chose qu'on doit être capable d'évaluer. Est-ce que numéro un, c'est une possibilité? Si la réponse est oui et qu'on décide d'opter vers la route du télétravail, le premier point qu'on devra vraiment implanter et se faire un devoir d'être très, très, très vigilant, c'est de demeurer en contact avec nos employés. C'est très important pendant cette période de pandémie d'établir un certain sens d'appartenance et d'engagement avec les employés, même si on doit travailler à distance. Parce qu'on doit être capable d'inciter une certaine normalité, si vous voulez, dans une situation qui est tout à fait anormale. Même en travaillant en télétravail, on doit vraiment pouvoir convenir avec l'employé qu'on doit implanter une routine. Alors donc, dans un premier temps, on doit garder le contact et implanter une routine. Extrêmement important. Maintenant, on me demande de quelle façon qu'on peut demeurer en contact avec nos employés en télétravail. Puis ça me fait rigoler un peu parce que je me dis c'est un peu plus difficile pour les gens qui ne sont pas de l'ère de la technologie de comprendre qu'avec la nouvelle technologie aujourd'hui, les gens ont tendance à être beaucoup plus branchés qu'on l'était. Alors donc, quand on parle de concept de télétravail, il y a la possibilité de créer différents groupes de travail, par exemple sur Facebook, des groupes de discussion. On peut tenir des réunions virtuelles justement comme on le fait aujourd'hui, comme qu'on offre aux employeurs de pouvoir participer, d'avoir accès à cette information-là. On peut envoyer des messages d'encouragement et je dois vous avouer que dans cette période actuellement, c'est extrêmement important de démontrer de l'encouragement envers nos employés, de démontrer notre support, de démontrer qu'on est là. C'est important d'avoir aussi peut-être un sens de plaisir, un peu comme que Thomas a dit ce matin. C'est important d'avoir du plaisir. Pourquoi pas prendre quelques photos en télétravail puis les afficher sur notre Facebook, sur Instagram, avoir à un moment donné un groupe où on fait des petits montages où tout le monde se parle l'un à l'autre à l'intérieur du contexte de travail. Ça va être vraiment, vraiment important de créer ce sens d'engouement-là parce que plus longtemps qu'on est loin du milieu de travail, plus c'est difficile pour les gens de trouver ce que j'appelle a sense of purpose. Parce qu'actuellement, on se dit, oui, on est au travail, mais on s'entend bien que les gens sont préoccupés. Alors donc, c'est très important, un, de vraiment demeurer en contact avec eux et deux, de trouver des moyens de communiquer avec eux comme si on était dans le même bureau, mais on est chacun dans nos maisons, comme on le fait ce matin. Alors ça, c'est les deux premières questions qu'on nous a posées. Ensuite, si je vais rentrer à la maison en télétravail, comme employeur, vous avez une responsabilité de fixer des attentes très, très claires par rapport à comment est-ce que ça va se dérouler, ceci. Alors donc, je suis en télétravail, je suis payée pour être à la maison, alors donc mon salaire continue à rentrer. À ce moment-ci, c'est important de comprendre qu'avec l'employé, il faut s'entendre sur combien d'heures par semaine dois-je travailler en télétravail. C'est quoi l'horaire de travail que je te propose ou que tu me proposes, sachant que le contexte peut avoir changé. On doit aussi parler des livrables, des résultats. Qu'est-ce que je m'attends de toi? Qu'est-ce que tu dois produire? Puis moi, je suis une personne très fervente au niveau des échéanciers. Alors donc, si je suis en télétravail, dis-moi qu'est-ce que je dois faire et à quel moment ça doit être terminé. Extrêmement important. Il faut aussi s'entendre sur les heures de pause parce qu'on s'entend bien qu'en télétravail à la maison, ou peut-être que tu as 2, 3 enfants qui sont à la maison, 2, 3 ados, un conjoint, un papa, une maman, peu importe ce qui se passe, à un moment donné, il va y avoir des heures de pause qui vont s'imposer. Mais avec l'employeur, c'est important de comprendre que oui, je suis en télétravail, mais est-ce que tu t'attends que je suis devant mon écran 7,5 heures par semaine? Où sont les moments de pause? Qu'est-ce qui est respectable, mais aussi alloué? Parce qu'encore là, on travaille dans un contexte qui est complètement différent. Au niveau du système de reportage, à quel moment est-ce qu'on devrait rapporter nos activités à nos superviseurs, nos gestionnaires, nos employeurs? C'est important d'avoir un système d'implanter qu'on se dit, par exemple, à tous les vendredis, on donne un compte-rendu de nos activités, soit en personne, par audio-vidéoconférence, soit par courriel, mais il y a une certaine
il y a une certaine façon de gérer le travail qui se fait. Parce que c'est important de comprendre, même si on est en télétravail, on doit être au travail. Mais le contexte fait qu'on ne travaillera probablement pas de la même façon. C'est ça qui est un peu difficile tout de suite pour les employeurs qui ne sont pas habitués au télétravail, c'est s'ajuster au fait que la personne n'est peut-être pas devant son ordinateur 7,5 heures par jour. Bien, on va se poser la question, est-ce qu'on est réellement 7,5 heures par jour devant l'ordinateur dans notre milieu de travail? Si on considère les fois qu'on se lève pour aller faire une photocopie, se faire un café, se dégourdir. Alors donc, il faut vraiment qu'on soit très clair, autant du côté de l'employeur que de l'employé, quelles sont les attentes et est-ce que ces attentes-là sont réelles par rapport à ce nouveau contexte de télétravail, surtout si on n'est pas habitué à travailler dans un contexte comme celui-là. Ça, c'est vraiment important. La prochaine question qu'on m'approchait avec depuis les 2 dernières semaines, si j'ai quelqu'un en travail, comment est-ce que je peux m'assurer que la personne est productive? Encore là, on pense toujours au fait que oui, on est en affaires, c'est important en bout de ligne de produire, de donner des résultats, de répondre aux attentes. Ce qui est important de comprendre, c'est que les gens qui sont déjà au télétravail ont tout ce qu'ils ont besoin actuellement pour fonctionner. Mais les gens qu'on envoie nouvellement en télétravail, on doit s'assurer qu'ils ont tous les bons outils pour être capable de travailler à partir de la maison. Donc, tous les documents, toute l'information nécessaire, tous les accès informatiques, mots de passe, codes qu'on aurait besoin pour accéder soit à un site Internet, un serveur, la connexion haute vitesse Internet, dépendamment où l'employé peut habiter, on n'a peut-être pas ce luxe-là. Lui fournir un portable, une imprimante si c'est nécessaire, dépendamment de la nature du travail. S'assurer de lui demander d'avoir un aire de travail dans la mesure du possible sans distraction. Parce qu'on comprend bien que travailler sur le coin d'une table de cuisine, ce n'est pas toujours évident. De lui fournir un téléphone si c'est nécessaire, un portable. Alors donc, quand on parle de productivité, il y a vraiment, je vous dirais, une diligence qui retombe sur les épaules de l'employeur en fonction de lui fournir ce dont il a besoin à ce moment-ci pour être capable d'accéder et de bien travailler dans son nouveau milieu de travail et d'être productif. Et encore là, il faut définir le mot productivité dans ce nouveau contexte ici, qui se rattache directement à vos attentes. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si on est à la maison et qu'on est entouré de gens, qu'on a un petit bonhomme de 2-3 ans, une petite bonne femme qui court, puis qui veut l'attention de papa et maman, c'est certain qu'à un moment donné, ça va venir affecter notre niveau de productivité. Mais encore là, on a un choix à faire comme employeur de dire, est-ce qu'on se permet d'être productif à la mesure où on peut l'être ou on cesse toutes les activités? Alors donc, il faut se questionner par rapport à qu'est-ce qui fait du bon sens pour votre entreprise en ce moment-ci, quand on va parler de productivité. Puis la dernière question que je me suis fait poser, c'est comment gérer les attentes des employeurs et des employés. Et je vous avoue que je vais dire un peu la même chose que Frank a dit tout à l'heure. Malheureusement, je n'ai pas toutes les réponses à cette question-là parce que les attentes changent d'un jour à l'autre. On s'entend bien. Mais ce que je peux vous dire, par exemple, c'est une des premières choses qu'il va falloir qu'on soit d'accord, c'est que tout le monde soit patient. Autant l'employeur comme l'employé. Il faut vraiment qu'on se mette dans un contexte qui est tout à fait anormal. Il n'y a aucun précédent qui entoure la situation qu'on vit actuellement. Puis c'est un ajustement majeur pour tous les employeurs et tous les employés. Alors donc, ça va être important qu'on soit très transparent dans nos conversations et qu'on puisse comprendre que les distractions que nos employés vivent maintenant vont avoir un impact direct sur leur travail. On ne peut pas ignorer ça comme employeur. Maintenant, c'est important de pouvoir gérer ces distractions-là, mais aussi pouvoir d'en parler et d'être très ouvert par rapport au fait que, écoute, actuellement, je suis dans un contexte où j'ai 3 enfants à la maison et je ne peux pas t'offrir 7,5 heures de travail par jour. Comment est-ce qu'on gère ça? C'est important de pouvoir adresser les situations actuellement qui préoccupent nos employés. Dans un premier temps, c'est leur santé. Dans un deuxième temps, c'est l'information avec laquelle ils sont bombardés de tous bords, tous côtés. Et comme employeur, s'il y a un conseil que je peux vous donner,
demandez à vos employés d'aller chercher des informations de sources sûres, de faire attention à l'information qu'on va aller chercher sur les médias sociaux, qui, à un moment donné, deviennent des faits qui n'ont jamais été validés par des experts ou par des gens qui sont responsables de donner cette information-là. C'est extrêmement important d'avoir cette conversation-là avec vos employés qui sont à distance. Et une chose que si je peux vous demander en ce moment-ci, c'est d'avoir beaucoup d'empathie et d'écoute active pour vos employés. Et autant d'un côté comme de l'autre. Parce que c'est vraiment pas une situation facile pour personne. Écoutez, je reçois des appels constamment tous les jours d'employeurs qui me disent « Micheline, je ne sais plus où mettre la tête. » Puis de l'autre côté, je reçois des appels d'employés qui me disent « Micheline, mon futur, il va ressembler à quoi? Qu'est-ce que ça va avoir de l'air demain matin? Comment est-ce qu'on va restructurer le monde du travail? » Puis ça, c'est quelque chose qu'on doit considérer actuellement comme employeur. Si j'ai des gens au télétravail, qu'est-ce que je fais une fois qu'on rentre de nouveau au milieu de travail? Alors, ça va être très important, cette période ici, de prendre le temps de s'arrêter et d'évaluer comment ça fonctionne, de mettre en place des mesurables au niveau du télétravail, en étant clair, en mettant des échéanciers, en communiquant clairement ce qui se passe. Moi, je dis toujours, il faut qu'on se dise des vraies choses, puis de le dire d'une façon constructive, mais dans cette période ici, comme employeur et comme employé, c'est extrêmement, extrêmement important. Et j'aimerais vous dire que demain matin, quand on va dire, écoutez, on retourne dans nos milieux de travail, qu'on va allumer la switch de lumière, qu'on va repartir comme ça l'était, mais on sait bien que ce n'est pas la réalité. Mais je crois que c'est important de réaliser que comme employeur, on doit être conscient de ça, mais aussi qu'il y a des gens qui sont là pour vous appuyer, pour vous aider dans ces défis-là qu'on rencontre actuellement, pour vous aider à faire comprendre aux employés comment est-ce qu'on va fonctionner, d'être à l'écoute. C'est le temps d'être peut-être un peu plus humain parce qu'en ce moment-ci, c'est ça que nos employés, ils ont besoin. Alors, c'est ce que j'avais pour vous ce matin. Merci beaucoup, Micheline. Merci beaucoup pour ces conseils, ces réponses aux questions fréquemment posées, puis ces mots de sagesse que tu nous as partagés aujourd'hui, justement de faire preuve d'empathie et de patience avec tout le monde à l'intérieur de l'entreprise, car, comme tu l'as très bien dit, c'est un ajustement majeur que tout le monde est en train de vivre aujourd'hui, partout dans la province, partout dans le monde. Et donc, il faut faire preuve de patience et trouver des outils qui sont à notre disposition justement pour nous aider. Merci beaucoup pour cette présentation-là. On va maintenant passer à la prochaine présentation qui est celle de travail sécuritaire NB. Et je demanderai maintenant à Richard de prendre la parole. Richard, c'est à toi. Ça se peut que tu sois sur mute, Richard. Est-ce que tu peux m'attendre là? Thomas, je suis pas sur mute sur mon computer. Vas-y, tu peux y aller. OK, je m'excuse. Merci encore pour l'invitation. Avant de commencer, j'aimerais mentionner qu'en raison de la volatilité de la situation du COVID-19 et des preuves en constante évolution, les réponses que je vais fournir aujourd'hui peuvent être modifiées à mesure que de nouvelles informations est disponible. Puis aussi, j'aimerais mentionner que Travail sécuritaire reçoit beaucoup de questions. Mais qu'est-ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est de souligner et répondre à 5 de les plus fréquentes. La première question que j'aimerais discuter, c'est comment gardons-nous les environnements de travail sains et sécuritaires face à COVID-19? Pour commencer, nous recommandons que les lieux de travail adoptent un processus de dispatchage pour les employés et les visiteurs avant que ces derniers entrent au lieu de travail. Travail sécuritaire a développé beaucoup de ressources et une de ces ressources est un exemple d'auto-évaluation pour les employeurs avec des recommandations pour la mise en œuvre
ainsi que des recommandations pour les lieux de travail, que les lieux de travail devraient suivre pour assurer la sécurité de leurs employés et des visiteurs. L'Agence de la santé publique du Canada recommande plusieurs stratégies que les lieux de travail peuvent adopter pour améliorer la santé et la sécurité pendant l'épidémie de la COVID-19. Voici un résumé de ces stratégies. Dans les mesures du possible, demandez aux employés de travailler à partir de la maison. Ça a déjà été mentionné et c'est un élément qui est très important si c'est possible. Aussi, dans les mesures du possible, trouvez d'autres façons d'effectuer le travail, comme les horaires variables, les heures de début échelonnées et l'usage de courriel plutôt que des réunions. Les leaders devraient rappeler périodiquement aux employés l'importance de se protéger et de protéger les autres contre la COVID-19. Assurer que les employés de bureau peuvent mettre en pratique l'éloignement social, c'est-à-dire garder une distance d'au moins de 2 mètres entre eux ainsi qu'entre eux et les clients. C'est important d'évaluer le lieu de travail relativement aux objets et aux endroits partagés et nettoyer les surfaces et objets touchés plus souvent. Encourager les travailleurs à se laver les mains souvent et assurer que les installations pour le lavage des mains sont munies de suffisamment de savon et que le désinfectant pour les mains est facilement accessible. Si possible, trouver d'autres approches pour remplacer les voyages d'affaires, comme la participation virtuelle aux réunions. Si les voyages sont nécessaires, les voyageurs hors province doivent s'auto-isoler pendant 14 jours à leur retour. Si possible, modifier les politiques sur les congés de maladie pour permettre aux employés de s'auto-isoler lorsqu'ils sont malades. Consultez les plans de continuité des activités. Et pour obtenir plus de renseignements sur cette stratégie, on recommande que vous visitez la page de Travail sécuritaire NB qui est au travailsécuritaire.nb.ca. En tant que de deuxième question qu'on reçoit très fréquente, c'est si un ou une employé ne se sent pas en sécurité face à COVID-19 au travail, est-ce que cette personne a le droit de refuser le travail? Avant de répondre à cette question, je voudrais souligner que l'employeur peut faire beaucoup pour éviter aux employés d'exercer leur droit de refuser un travail qu'ils estiment dangereux. La mesure décrite dans la question numéro 1 sera un bon début. Cela étant dit, les travailleurs au Nouveau-Brunswick ont le droit de refuser de travailler s'ils croient que le travail crée une situation dangereuse. Les employeurs doivent évaluer chaque refus de travail individuellement selon la situation. Les principes s'appliquent pour gérer la santé et la sécurité au travail, ainsi que les refus de travail pendant une pandémie que ceux qui s'appliquent lors de conditions normales. Je dois noter qu'il y a plusieurs étapes au droit de refus, dont la première étape est d'aviser son superviseur de leur raison de refuser de travailler. Vous pouvez trouver les étapes à suivre pour effectuer un travail dangereux et d'autres ressources sur le site web de Travail sécuritaire NB. La troisième question, est-ce que mon employeur doit avoir un plan pour gérer la situation COVID-19? Si oui, est-ce que l'employeur doit consulter le comité consultatif ou le comité mixte de santé et sécurité? La réponse, tout d'abord, l'employeur doit déterminer s'il peut continuer à exécuter des opérations de façon légale pendant l'état d'urgence déclaré par la province. Dans l'affirmatif, l'employeur doit, en vertu de la loi sur l'hygiène et de la sécurité au travail, prendre toutes les précautions raisonnables pour assurer la santé et la sécurité de ses employés. Puisque le COVID-19 représente un danger grave en matière de santé et de sécurité, les employeurs doivent mettre en place des mesures pour protéger ses employés. De plus, en raison d'état d'urgence, l'employeur doit déterminer les fonctions essentielles à réduire au minimum son effectif.
Il doit aussi prendre toutes les mesures raisonnables pour empêcher les personnes qui présentent des symptômes de la COVID-19 ou ayant voyagé à l'étranger au cours des 14 jours précédents d'accéder au lieu de travail. Bien qu'il soit conseillé que l'employeur consulte le comité mixte afin de mettre en place un plan pour aider à prévenir la propagation de la COVID-19 en milieu du travail, il est possible que l'employeur ne soit pas en mesure de le faire afin de mettre en place rapidement des mesures préventatives requises. Prochaine question. Existe-t-il des précautions que les gens ouvrant dans le métier devraient prendre lorsqu'ils doivent visiter un client pour effectuer des réparations essentielles? Premièrement, en tant que propriétaire unique, vous pouvez choisir d'accepter ou non ce travail. Mais si vous acceptez de faire le Travail sécuritaire NB exige que vous respectiez les dispositions de la loi sur l'hygiène et de la sécurité au travail et des règlements qui s'appliquent à la tâche en question. Vous devez aussi suivre les lignes directives établies par le ministère de la Santé publique du Nouveau-Brunswick, notamment la pratique de l'éloignement social, on parle du 2 mètres ici, et les mesures de bonne hygiène pour réduire au minimum les expositions. Travail sécuritaire NB recommande également que les travailleurs qui doivent entrer dans des maisons ou des bureaux, autres que les leurs, pour effectuer leur travail, comme les entrepreneurs, les pompiers, les réparateurs d'appareils, utilisent un processus de contrôle pour s'assurer leur propre sécurité. Idéalement, ce contrôle se fera lorsque le propriétaire de la résidence ou le représentant de l'entreprise fait la demande d'un service. Si vous estimez que vous pouvez gérer les risques, vous pouvez accepter le travail. Si vous ne pouvez pas gérer les risques parce que vous n'avez pas le bon équipement de protection individuelle ou les procédures nécessaires de travail sécuritaire adéquates en place, vous pourriez contrevenir à la loi sur l'hygiène et de sécurité au travail si vous accomplissez ce travail. Finalement, malheureusement, Travail sécuritaire NB ne peut pas donner de conseils détaillés pouvant être appliqués universellement à toutes les circonstances. Comme nous l'avons déjà mentionné, nous nous attendons à ce que vous respectiez à tout le moins les directives établies par le ministère de la Santé publique, notamment ce qui concerne la porte de gants, de masques et de combinaisons de protection qui sont lavées s'ils sont utilisables ou jetés s'ils ne sont pas. Et la 5e question que nous recevons souvent est: nous sommes une manufacture qui a été accordé le droit de continuer nos opérations lors de l'état d'urgence. Par contre, nous avons de la difficulté à respecter la distance minimum de 2 mètres entre nos employés. Quelles sont les précautions et les mesures à prendre pour mitiger le risque de propager COVID-19 dans nos lieux? Premièrement, les mesures que je fournirai ne devraient pas être utilisées que si toutes les autres options ne permettent pas aux employés de maintenir une distance de 2 mètres avec les autres. S'il est impossible de maintenir une distance de 2 mètres, les mesures de contrôle suivantes devraient être mises en œuvre. 1. Conformément aux mesures imposées par la déclaration de l'état d'urgence, le milieu de travail doit veiller à ce que toutes les mesures raisonnables sont prises pour, premièrement, empêcher les employés ou toute autre personne d'accéder au lieu de travail s'ils présentent l'un des symptômes de COVID-19 comme la fièvre, le toux et des difficultés respiratoires. Il est aussi important d'empêcher les employés ou toute autre personne qui sont retournés au Nouveau-Brunswick au cours des 14 jours précédents d'accéder au lieu de travail. Et 3, veiller à ce que les activités se tiennent aux fonctions critiques nécessaires à leurs installations.
Ensuite, il est important de faire une évaluation des risques. Une évaluation des risques pour cerner les contrôles d'ingénierie ou l'équipement de protection individuelle. Et ensuite, des barrières physiques telles que des dispositifs de protection en plastique transparentes peuvent être installés pour éviter que les employés aient des contacts étroits. Si par hasard, ce n'est pas pratique d'installer une barrière physique, on peut fournir de l'équipement de protection individuelle approprié, ce qui comprend à tout le moins un masque chirurgical, des gants en nitrile et des lunettes de protection ou des écrans faciaux. Si l'environnement de travail ne permet pas d'utiliser en toute sécurité des masques ou des respiratoires jetables, des aspirateurs à masque filtrant réutilisables peuvent être utilisés. Si l'équipement de protection individuelle est la mode de protection choisie, des mesures supplémentaires peuvent s'avérer nécessaires, comme fournir des directives sur l'utilisation, le nettoyage et l'élimination en toute sécurité de cet équipement. Cela est particulièrement important si des respiratoires réutilisables sont utilisés. Il est aussi nécessaire d'élaborer un code de directive de pratique sur la protection des voies respiratoires. Travail sécuritaire a une publication, un guide d'élaboration d'un code de directive pratique pour l'équipement de protection des voies respiratoires pour guider les employeurs à développer leur code de directive de pratique. De plus, il est important de continuer à rappeler à vos employés de rester chez eux s'ils présentent des symptômes de la COVID-19. Rappelez-leur aussi l'importance de se laver fréquemment les mains et de respecter l'étiquette respiratoire. Les employés devraient aussi être en mesure de maintenir une distance de 2 mètres les uns avec les autres dans d'autres zones de votre établissement, soit les salles à manger, les vestiaires et les zones d'extérieur. Et finalement, il est essentiel d'effectuer une inspection et un entretien périodique de l'équipement de protection individuelle, conformément aux spécifications du fournisseur ou fabricant, pour assurer qu'il continue à protéger vos travailleurs. Voici Merci. Merci beaucoup, Richard. Merci pour cette information de la part du travail sécuritaire aux 5 questions les plus fréquentes des entreprises, ou du moins des entreprises qui vous contactent justement. Et on va s'assurer aussi de partager vos coordonnées quand on publiera les vidéos afin que les gens puissent contacter Travail sécuritaire s'ils ont d'autres questions. Nous allons maintenant passer à la prochaine présentation qui est de Travail Nouveau-Brunswick avec Nathalie. Alors Nathalie, le micro est à toi. Bonjour et merci Thomas. Donc, je vais me concentrer sur 4 questions fréquemment posées chez Travail NB en ce moment. La première question, c'est est-ce que Travail NB peut offrir des services aux employeurs lors de l'état d'urgence? La question est très importante et la réponse est oui. Travail NB, par le biais des services de soutien aux ressources humaines, est en mesure de soutenir les employeurs en discutant avec eux de leurs besoins actuels et futurs en ressources humaines. Ceci peut inclure des conseils aux employeurs qui font face à une réduction temporaire de leurs effectifs pendant la pandémie, ce qui peut aussi aider les employeurs qui doivent embaucher des employés supplémentaires pendant la pandémie dû à la nature de leurs opérations. Les employeurs sont demandés d'appeler leur bureau régional de Travail NB. Nous avons des bureaux partout dans la province et l'information peut être retrouvée sur le site disponible sur cette présentation, donc gnb.ca. La deuxième question fréquemment posée, c'est quel est le statut des services aux employeurs qui étaient engagés avec Travail NB avant l'état d'urgence? Donc, Travail NB continue de soutenir les employeurs avec lesquels des contrats étaient établis via notre département à partir du 17 mars ou avant que les services du gouvernement provincial furent réduits aux services essentiels seulement.
Cela inclut les engagements de paiement, les contrats et les dialogues en cours par rapport aux besoins en ressources humaines et aux autres réalités. La prochaine question qui nous est posée souvent en ce moment, c'est est-ce que la province offre du soutien aux employeurs pour qu'ils soient en mesure de maintenir leurs opérations et leurs emplois pendant l'état d'urgence au Nouveau-Brunswick? Donc, Travail NB reconnaît, comme les autres collègues ici ont mentionné, que c'est important de soutenir vos employés lors du défi que nous vivons présentement. C'est une importance capitale. Le gouvernement fédéral a annoncé plusieurs moyens d'aide par le biais du Plan économique du Canada en réponse au COVID-19, incluant un support aux employeurs afin d'éviter les mises au pied et un support aux individus également. Pour pallier à ces efforts, le GNB, en partenariat avec la Croix-Rouge, offrira une aide spéciale d'un bénéfice unique de 900 $ pour les Néo-Brunswickois qui qualifient. C'est nommé la prestation des revenus d'urgence pour les travailleurs du Nouveau-Brunswick. Ce bénéfice est pour les individus qui ont perdu leur emploi, ont été mis à pied, perdu tout revenu le 15 mars ou après. Plus d'informations seront disponibles sur ce fonds bientôt. Pour la dernière question que nous sommes fréquemment posée chez Travail NB, quand l'état d'urgence sera levé, quels sont les services de Travail NB pourra offrir aux employeurs? Nous sommes en contact avec les employeurs pendant cette pandémie. Grâce à ces interactions, Travail NB ajustera ses services et au programme pour répondre aux besoins des employeurs et du marché de l'emploi suite à la pandémie. Travail NB continue d'être dévoué à offrir des interventions flexibles aux employeurs. Cela inclut les interventions qui répondront aux besoins futurs également. Merci beaucoup, Nathalie, pour cette présentation de travail sur le service que Travail Nouveau-Brunswick offre et peut offrir aux employeurs. Et on va également s'assurer de partager les coordonnées afin qu'ils puissent vous contacter, vos différents bureaux, et obtenir l'appui dont ils ont besoin. On va passer maintenant à la dernière présentation concernant les normes d'emploi. Et donc, j'inviterai l'équipe qui s'est rejointe à nous avec Katharina, Paula et Andrew. Et donc, je vous laisse la parole pour nous présenter justement l'information et les questions fréquentes que vous recevez au niveau des normes d'emploi. La parole est à vous. Bonjour tout le monde et merci de nous inviter à cette belle présentation. Pour débuter, les normes d'emploi est mandaté d'administrer la loi sur les normes d'emploi. Et puis, pour commencer, je vais juste mettre de l'avant que les normes d'emploi sont des normes minimales. Donc, un employeur qui souhaite donner davantage en termes de bénéfices, qui souhaite être plus généreux envers les employés, absolument, c'est absolument possible et même désirable dans certaines circonstances. Donc, la première question. Mon employeur vient de m'annoncer que le salon de coiffure pour lequel je travaille a fermé ses portes en raison de la COVID-19. L'employeur est-il obligé de donner un avis de cessation ou une mise à pied ou une indemnité ou un préavis? Et puis, justement, la situation unique à laquelle on fait face tombe sous la section 31 de la loi sur les normes d'emploi. Et la section 31 offre une exemption où on est en situation très spécifique, comme celle qui se présente à l'heure actuelle. On dit qu'aucun préavis n'est requis pour les employés lorsqu'il s'agit d'une situation sans précédent. Historiquement, on a interprété la section pour dire que des désastres naturels consistaient ou rencontrent la définition d'un événement qui était imprévisible. Et dans ce cas-ci, la COVID-19, selon nous, pourrait aussi être considérée dans le même contexte. Donc, aucun préavis n'est requis dans ce cas-ci. Et puis, le 2 ou le 4 semaines encore là de préavis n'est pas requis. Cependant, l'employé qui est envoyé à la maison pour cette raison ici, sans préavis, peut tenter d'utiliser les différents congés qui sont disponibles en vertu de la loi. Et puis, à la fin de la présentation, on a des liens
que les employés et les employeurs peuvent aller voir c'est quoi les différents genres de congés. Fait que ce sont tous des congés non payés, mais comme j'ai dit tantôt, l'employeur peut, s'il le veut, donner des congés payés. C'est à sa discrétion. Différents congés qui sont disponibles, comme on l'a mentionné plus tôt dans la présentation, entre autres, il y a le congé pour les obligations familiales, c'est 3 jours de congé par année sans paye, le congé de maladie, qui est 5 jours de congé sans paye, et plusieurs autres congés que, comme j'ai mentionné tantôt, vous pouvez aller voir si vous avez droit à ces congés-là. Ça, c'est la première question. La deuxième question, la garderie de mon enfant a fermé ses portes selon les directives du gouvernement. Et je suis maintenant obligée de rester à la maison. Quels sont mes droits? Encore là, si la garderie de ton enfant a fermé ses portes et vous dites à votre employeur, écoute, en raison de COVID-19, je dois rester à la maison, demeurer à la maison pour soigner mon enfant, l'employeur peut vous envoyer à la maison en raison de la section 31 sans donner de préavis à l'employé. Et puis, l'employé peut essayer d'avoir le congé pour obligation familiale. Dans ce cas-là, c'est juste les 3 jours, mais je vais le répéter, l'employeur peut dire, regarde, ce sont ici des normes minimales, je peux vous donner 10 jours ou 15 jours de congé, payés ou non payés. Troisième question, la direction des normes d'emploi offre-t-elle encore tous les services comme d'habitude? Non. Nos bureaux régionaux sont fermés. Les employés travaillent à partir de la maison. Le bureau central à Fertin aussi est fermé et là aussi, tout le monde est à la maison. Donc, les services essentiels sont encore en place. Un employé peut nous soumettre une plainte par courriel, par télécopieur et en communiquant avec notre ligne téléphonique sans frais, c'est le 1-888-487-2824. Ça, c'est la ligne téléphonique française. Et puis, justement, on reçoit des plaintes. Malgré tout, on reçoit des plaintes. Notre système, notre loi est fondée sur un système de plaintes de la part des employés. On va aussi traiter de courriels qui nous sont envoyés, des demandes d'informations en vertu de la loi. Ça, on les répond aussi la même journée qu'on les reçoit. On retourne les appels, on retourne les courriels, on les répond. On a reçu plein de courriels et d'appels téléphoniques et des employeurs et des employés. Et puis, les gens semblent au moins satisfaits qu'on leur donne une réponse dans un délai raisonnable. Question 4. Un employeur doit-il me donner au moins 1 jour de congé par semaine? Question intéressante. À l'heure actuelle, la loi sur les normes d'emploi discute de la section 17. La section 17 dit grosso modo qu'un employé a droit à 1 journée de congé après 7 jours de travail consécutifs. On a reçu jusqu'à date 2 ou 3 demandes d'exemption. La façon que ça fonctionne, un employeur peut demander à la directrice des normes d'emploi, donc à moi-même ou bien au directeur adjoint, à Andrew, une exemption dans un cas d'urgence. Si la directrice ou le directeur adjoint dans la loi, ça dit si on considère que c'est un cas qui constitue une urgence dans la province, on peut dire à l'employeur, vous êtes exempté de donner cette journée de congé à l'employé et l'employé, comme ça, travaille 7 jours de fil. L'employeur doit nous fournir une demande écrite pour l'exemption et aussi nous donner une liste des employés qui sont affectés et la nature du travail et l'urgence en question. Ça, c'est facile, c'est la COVID-19 encore là. Question 5. J'opère un petit restaurant et je suis obligée de fermer les portes à cause de la COVID-19. Puis, je demande à mes employés de prendre leurs vacances au lieu de faire une mise à pied. La loi sur les normes d'emploi discute de cette section sous l'article 26. La loi dit que la saison de vacances ou de congé annuel est à partir du début juillet jusqu'à la fin octobre. Dans cette période de temps de 4 mois, l'employé peut demander des vacances ou un congé annuel et l'employeur doit vraiment fournir une approbation à cet effet, à moins qu'il y ait des circonstances au travail qui donnent qu'on ne peut pas libérer l'employé. À part de ça, l'employeur ne peut pas obliger un employé ou une employée de prendre son congé annuel. Mais on encourage les parties, l'employeur et l'employé, d'avoir une discussion à cet effet parce que ça pourrait être à l'avantage de l'employé de dégager une banque de congés annuels, j'ai une banque de vacances qui m'est disponible au lieu d'avoir un congé sans solde ou un congé sans paye, je vais prendre mes vacances.
mais l'employeur ne peut pas obliger l'employé de faire cela. Donc, c'est ça nos questions pour aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous et votre équipe d'être présents sur cet appel, mais aussi de répondre aux questions des employeurs et des entreprises qui vous contactent. Je suis sûr et je peux seulement présumer que vous êtes pas mal occupés ces temps-ci aussi. Donc là, les gens peuvent voir à l'écran le numéro de téléphone que vous venez de présenter, de partager, ainsi que les liens vers de l'information qui est pratique pour leur entreprise. Alors, merci beaucoup. Dans la prochaine partie de la présentation, on voulait avoir quelqu'un pour nous parler du programme d'assurance emploi au niveau fédéral. Cependant, la personne n'a pas pu se rendre disponible pour l'enregistrement. Donc, on va essayer d'avoir quelqu'un pour les prochains épisodes pour rentrer en détail. Mais on a quand même voulu vous partager à l'écran et aussi dans le document, cette présentation qui sera partagée sous format PDF pour pouvoir le télécharger et le lire, de l'information concernant le programme d'assurance emploi qui, vous avez entendu, vous avez entendu les récentes annonces concernant comment appliquer, mais surtout les nouveaux programmes qui sont annoncés par le gouvernement fédéral. Alors, vous pouvez aussi imaginer qu'il y a beaucoup de demandes qui ont été faites ces dernières semaines. Donc, on va reprendre le mot-clé, je pense, de la journée, qui est le mot patience aussi. Je pense qu'il faudra être patient à ce niveau-là parce que, justement, les gens à Service Canada doivent gérer un montant faramineux de demandes pour l'assurance emploi. Mais, comme vous pouvez le voir, on a partagé à l'écran et dans le document les détails pour y appliquer. Il y a aussi la nouvelle prestation canadienne d'urgence qui est offerte, une prestation de 2 000 $ par mois pendant 4 mois qui a été annoncée cette semaine par le gouvernement fédéral et qui s'applique pour une certaine catégorie de travailleurs, dont, je tiens quand même à souligner le dernier point, qui sont aussi les travailleurs autonomes, y compris les travailleurs à contrat, qui ne seraient pas admissibles par ailleurs à l'assurance emploi. Donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment important à souligner pour certains de nos entrepreneurs. Il y a aussi le congé lié à la COVID-19, nouveau à compter du 25 mars 2020 et qui a été annoncé par le gouvernement fédéral et qui est très important aussi à souligner pour les employeurs. L'information concernant aussi le relevé d'emploi et comment émettre un relevé d'emploi, quelle information mettre dans ce relevé-là. Donc, vous le voyez à l'écran également. Et enfin, il y a aussi d'autres informations concernant le programme de travail partagé et l'allocation canadienne pour enfants et aussi les prêts d'études canadiens. Donc, je suis passé très rapidement là-dessus parce que ce n'est pas mon expertise et je ne veux pas non plus ajouter plus d'informations qu'il ne faut. Et comme je vous l'ai dit, on va essayer d'avoir quelqu'un de Service Canada qui pourra nous parler à ce sujet-là en grand détail. Mais l'information est dans le document et dans la présentation. Et n'hésitez pas à les contacter par courriel ou par téléphone au bureau de Service Canada. Alors, cette présentation-là se termine et je tiens à remercier tous nos panélistes qui ont pris leur temps, je sais qu'ils sont très occupés, qui nous ont partagé de l'information, leurs conseils, les ressources au niveau des ressources humaines qui sont vraiment un des plus grands sources d'inquiétude et aussi de questions de la part de nos entreprises, de nos employeurs. Et comme vous pouvez le voir, vous qui nous regardez, nous n'avons pas pu répondre à toutes les questions au sujet des ressources humaines. Alors, n'hésitez pas à nous contacter sur les médias sociaux ou par courriel ou même contacter directement les panélistes directement si vous avez d'autres questions. Nous allons partager leurs coordonnées. Ils les ont partagées déjà dans cette présentation-là. Et nous vous invitons aussi à partager des thématiques et des sujets que vous voulez voir pour les prochains épisodes de cette série de webinaires. Merci encore une fois à chacune et chacun d'entre vous pour votre temps. Merci aussi à tous nos partenaires que j'ai mentionnés en début de vidéo qui nous aident justement à assurer de récolter les questions, récolter les inquiétudes, mais aussi de pouvoir diffuser et partager ces vidéos-là. Et donc, la prochaine vidéo sera disponible la semaine prochaine, dans la fin de la semaine prochaine. Et aussi, enfin, je vous inviterai à ne pas oublier de suivre les consignes, de pratiquer la distanciation sociale et aussi, bien évidemment, de prendre soin de vous. Alors, un grand merci et à la semaine prochaine. Okay. Au revoir. Merci, Thomas.